Merci à vous cinq d'avoir bien voulu participer à cette table ronde. Comme on vous l'a dit, cette table ronde est consacrée à la question de la convergence et divergence entre économistes. Donc on vous invite à parler de cette question. Bien sûr, vous êtes aussi libre de vous prononcer sur les sujets qui ont été abordés tout à l'heure, parce que bon, on n'a pas épuisé le sujet à l'occasion de la première table ronde. Donc comme vous êtes 5, je vais vous passer immédiatement la parole. Vous pouvez tout à fait réagir à la présentation des résultats de l'enquête que je viens de présenter, mais bien sûr, c'est juste une introduction. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez aussi témoigner de vos expériences et surtout de pouvoir témoigner sur ce que vous avez pu pressentir dans justement cette question de l'évolution du consensus entre économistes, parce que c'était intéressant de voir comment des sujets qui ont pu partager la communauté des économistes a pu... c'est un phénomène qui a pu évoluer dans le temps. Donc je passe la parole sans tarder à Jean Pisani-Ferry, qui a une expérience extrêmement riche. Donc je vais pas énoncer tout son pédigré parce que bon, là on n'a pas le temps. En tout cas, il a eu évidemment un rôle éminent au sein du CAE en tant que président délégué, mais également une expérience de directeur de think tank, de commissaire de France Stratégie, et également en cabinet ministériel. Donc du coup, il a, avec ses multiples casquettes, une expérience très riche à vous livrer. Donc je lui passe la parole tout de suite. Merci Hélène. Ça fait pas seulement très plaisir de se retrouver ici avec beaucoup de ceux qui ont fait le CAE. Je pense que ce qui est très bien, c'est de le faire dans un contexte de travail dans lequel vous nous fournissez avec le travail qui a été fait pour la note, avec les enquêtes, une matière à réflexion. Et c'est très, très bien, je pense qu'on ait comme ça l'occasion de réfléchir sur notre métier et sur les différentes facettes de notre métier. Je vais commencer par deux petites remarques sur le sujet plus de la table ronde précédente. Le premier, pour reprendre ce point sur les disciplines, et souligner qu'on peut se considérer, nous économistes, comme relativement maltraités par le pouvoir politique, mais en fait, on est extrêmement privilégiés par rapport à d'autres disciplines. Alors, c'est en partie de leur responsabilité, parce que celles qui cèdent trop à l'esprit de chapelle, ça devient trop compliqué pour un responsable politique de les consulter. Mais c'est quand même très frappant de voir que les économistes ont accès aux décideurs et que les décideurs font appel aux économistes. Alors que si on regarde l'échelle d'acuité des problèmes auxquels est confrontée la société française, sur les problèmes de problèmes sociaux, les problèmes de radicalisation, les problèmes géographiques, toutes sortes de problèmes qui sont aujourd'hui très profonds et très extrêmement graves pour les décideurs politiques. On n'a pas les mêmes institutions. Bernard Cazeneuve avait créé, le ministère de l'Intérieur, un groupe pour travailler sur ces questions tout à la fin de son mandat comme ministre de l'Intérieur, et ça marquait très fortement le contraste entre la qualité du dialogue qu'il y a chez les économistes et la relative absence du dialogue dans d'autres disciplines. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est à propos du débat, c'est sur la question média, à propos du débat auquel on n'échappe pas entre les experts et les citoyens. Vous connaissez cette phrase fameuse de Michael Gove à propos du Brexit, ce pays en a assez des experts. Et je crois qu'on est tous confrontés à ça, à ce rejet des experts. Alors experts, académiques, tout ça dans le même sac. Il ne s'agit pas de la distinction de François tout à l'heure entre experts et académiques. Tout le monde dans le même sac, et les gens qui en fait écoutent ceux qui pensent comme eux et non pas ceux qui sont porteurs d'un savoir. Alors c'est extrêmement perturbant pour nous. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse assez profondément aux raisons pour lesquelles ça se produit, y compris celles auxquelles nous participons. Et c'est Nemat Shafik qui avait observé que les procédures de validation scientifique, qui sont tout à fait importantes, qui sont ce par quoi on distingue le vrai du faux, ce sont des procédures d'exclusion. Et ce sont des procédures qui peuvent être parfaitement ressenties
par des gens qui sont porteurs d'un point de vue, comme une manière de les mettre à l'écart. Hein, des gens qui sont éduqués, enfin éduqués, ils n'ont pas un PhD, mais qui ont fait des études supérieures, qui ont un peu fréquenté le savoir, et à qui on dit, en fait, votre opinion n'a pas de valeur, parce qu'elle ne passe pas n'est pas exprimée à l'issue d'une procédure de validation scientifique. Et c'est quelque chose de très violent qui peut parfaitement participer de cette coupure entre l'opinion et les experts, qui est un des sujets très préoccupants pour le fonctionnement de notre démocratie aujourd'hui. Bon, avec tout ça, j'ai pris pas mal de mon temps. Je passe au sujet sur les désaccords. Bon, l'enquête est très, très utile. Vous nous expliquerez à un moment pourquoi vous avez fait usage de double négation dans la formulation de certaines questions qui sont un peu perturbantes. Mais enfin, quand on arrive à décoder, on a l'impression qu'on comprend des choses. Bon, ce qu'on comprend bien, c'est que effectivement, il y a les sujets, il y a les questions de cours. Hein, les questions de cours, il y a un certain consensus. Et puis, il y a des questions beaucoup plus qui font appel à des jugements normatifs, avec des horizons différents, avec des préférences qui ne peuvent ne pas être les mêmes, avec du risque, enfin, tout ça, qui explique qu'il puisse y avoir, de manière parfaitement naturelle, des désaccords entre économistes. Hein. La question du Brexit, c'est typiquement une question sur laquelle on peut être en désaccord parce qu'on a différents scénarios, différentes pondérations des risques, différents horizons temporels, etc. Et ça, on sait bien qu'entre économistes, il n'y a pas de raison que des gens soient d'accord sur la fonction de bien-être social, sur l'horizon temporel ou sur la manière, sur l'aversion face au risque. Hein. Ce sont des éléments qui sont exogènes au savoir qui conduit à formuler des jugements. C'est vrai pour beaucoup de choses. C'est vrai pour, par exemple, est-ce qu'il faut emprunter ou consolider aujourd'hui d'un point de vue budgétaire? Ça dépend de toutes sortes de jugements, là aussi en probabilité, sur le sentier futur des taux d'intérêt, sur la question de savoir quel est le risque d'attaque contre un État souverain, toutes sortes de dimensions sur lesquelles il n'y a pas de raison qu'il y ait un accord a priori. Alors ce qui est plus intéressant, c'est quand on a l'impression qu'on a un désaccord qui est plus un désaccord fondé sur des paradigmes, sur des représentations qui sont assez différentes. Un exemple très fameux qui est cité par Richard Cooper, c'est l'exemple sur le choléra, les épidémies de choléra au XIXe siècle, dans lesquelles tout le monde était d'accord pour le fait qu'il fallait combattre le choléra, mais en fait, il n'y avait pas d'accord sur les mécanismes de transmission. Certains pensaient que c'était de la contagion et d'autres pensaient que c'était lié aux conditions sanitaires. Et il y a eu 50 ans de conférences internationales pour essayer de se mettre d'accord là-dessus. Et derrière, il y avait des modèles différents de la propagation de la maladie. Et donc ça, c'était la racine du désaccord, c'était le désaccord sur le modèle. Alors ça, on en a différents exemples. Alors un exemple qui est très intéressant à analyser, c'est pourquoi on n'est pas d'accord avec les économistes allemands. C'est Michael Burda qui a dit, les économistes allemands, ils publient dans les mêmes revues que nous, ils ont les mêmes méthodes, donc ils font la cuisine avec les mêmes ustensiles, mais ils ne préparent pas les mêmes plats. Et pourquoi est-ce qu'ils ne préparent pas les mêmes plats? Alors là, il y a sûrement, systématiquement, des questions de préférence, des questions d'horizon temporel, mais il y a aussi des questions de représentation de modèles, et notamment de représentation de la décision. Je pense que la manière dont les Allemands voient l'économie politique de la décision est profondément différente de celle dont les Français la voient. Donc l'aléa moral n'est pas valorisé de la même manière, et la question de savoir quel est l'impact des décisions d'aujourd'hui sur les décisions de demain n'est pas valorisée de la même manière. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on creuse ça, c'est aussi de se dire que les économistes allemands n'ont pas la même conception de leur rôle social. C'est-à-dire les économistes français ont un peu toujours tendance à dire on va apporter un conseil aux décideurs. Ils sont un peu toujours les conseillers du prince, d'une certaine manière. Les économistes allemands, ils sont les juges du prince. Et donc, comme ils sont les juges du prince, ils pensent toujours où le prince va fauter. Donc, le français va toujours penser que, comme il est très porteur d'approche et de conseils très bons, le prince va suivre ses conseils et donc il va prendre une bonne décision. L'économiste allemand va toujours penser que le prince va prendre une mauvaise décision. Et donc ça conduit à des jugements assez différents sur la manière de concevoir beaucoup de problèmes de politique économique.
Il faut que je me dépêche un peu. Un exemple qui est intéressant, c'est l'exemple de la loi travail, puisqu'il y a eu ici, je crois dans cette salle, d'ailleurs j'y étais pas, un fameux séminaire dans lequel ceux qui avaient signé d'un côté et de l'autre sur la loi travail ont confronté leur point de vue. Alors ce qui était intéressant, c'est que ça mettait face à face des gens qui avaient co-signé des articles dans les mêmes revues. Donc pourquoi est-ce que ils étaient en désaccord à partir du moment où il s'agissait de se prononcer sur un sujet de politique publique. Alors là, il y a une partie d'explication qui est très compréhensible, c'est que on n'a pas, là encore, nécessairement la même appréciation des risques ou de l'horizon temporel auquel se posent les choses. Par exemple, l'article 2, on peut se dire, le fameux article 2 sur la décentralisation de la négociation, sujet qui reste d'actualité, on peut se situer à relativement long terme et se dire c'est dans cette direction qu'il faut aller, et le syndicat d'entreprise va se développer, et donc se construiront des rapports de force qui permettront d'avoir un enrichissement de la négociation au niveau de l'entreprise. On peut se situer beaucoup plus à court terme et dire aujourd'hui c'est pas le cas, il y aura de la dissymétrie, et cette dissymétrie conduira donc à un rapport de force déséquilibré en défaveur des salariés. Donc il me semble que on peut avoir effectivement sur toute une série de sujets des désaccords qui sont compréhensibles et qu'il est utile d'expliciter. Et ça, et je vais conclure là-dessus, ça renvoie à ce que nous disait tout à l'heure Pierre-Alain Muet sur l'utilité de mettre à jour les désaccords et d'informer le pouvoir politique sur les raisons d'être des désaccords. C'est-à-dire que l'idée que, contrairement à un certain néopositivisme, le responsable politique apprend de l'analyse et de l'observation de la nature des désaccords entre économistes. Tout le problème étant de trouver des formes économes pour le pouvoir politique de communication de ce désaccord. Et effectivement, le tour de table à 40 devant un Premier ministre, ça demande une certaine disposition d'esprit que tous les Premiers ministres n'ont pas. Christian et moi qui avons fréquenté le CAE longuement et qui en avons vu un certain nombre de Premiers ministres dans cette posture pour témoigner effectivement du fait qu'il y en a pour lesquels ça n'allait pas du tout de soi. Donc, utilité des désaccords, utilité du débat. Maintenant, je pense que c'est le point sur lequel il faut qu'on soit collectivement attentif. C'est le point, c'est le risque que le débat finalement soit à un moment soit instrumentalisé et passe brutalement d'un débat entre des gens qui essayent de comprendre pourquoi ils ne sont pas d'accord et qui ont des bonnes raisons de ne pas être d'accord, à l'esprit de chapelle. Et je pense que comme économiste, on n'est pas à l'abri de l'esprit de chapelle. On voit bien que dans notre profession, il y a eu tout ce fameux débat sur l'économie politique et sur les différentes méthodologies et sur les différentes approches, sur la reconnaissance ou pas de ces différentes approches. Moi, j'ai tendance à penser que ce dont on a besoin, c'est que des gens qui ont des approches très différentes, qui ont des méthodologies très différentes, soient capables de travailler ensemble et soient capables de dialoguer. Je pense qu'on a besoin, pour prendre un exemple extrême, on a besoin de Fama et on a besoin de Minsky, et on a besoin de pouvoir écouter les deux. C'est très difficile, et c'est très difficile d'autant plus dans une situation dans laquelle le climat politique est un climat d'affrontement. Et je pense qu'on va très certainement voir aussi se reconstituer autour d'un certain nombre de réformes, et puis après le message que nous ont donné les élections, il ne faut pas simplement regarder le message du côté de l'élu, il faut regarder le message du côté du débat et de la distribution des votes au premier tour. On a toutes les chances d'avoir un retour d'une certaine forme d'esprit de chapelle. Et pour les économistes, je pense que la capacité à maintenir entre... On m'a coupé le micro. La capacité à maintenir un dialogue professionnel va être sollicité et va être un sujet important. Merci beaucoup, Jean. C'est un bon truc de couper le micro, en fait, là. C'est à trouver. Donc, du coup, je passe la parole sans transition à Christian de Boissieu, qui, lui aussi, un parcours très important et très brillant, qui a dirigé, qui a été président délégué du CAE pendant une très longue période. Donc, dans ces 20 ans qu'on célèbre, donc il occupe une place très, très importante. Et il est aussi vice-président du Cercle des économistes. Donc, je lui passe la parole sans tarder. Merci. Il faudrait que mon temps de parole soit proportionné au temps que ma présidence du CAE. Donc, je dis ça en riant, rassurez-vous. Dans votre esprit, ça serait plutôt l'inverse, j'imagine. Non.
Je suis ravi d'être là. Je suis ravi d'être là. Je suis ravi de saluer les 20 ans du CAE. Je vais essayer de dire autre chose, mais peut-être ou autrement, mais peut-être les mêmes choses. Premièrement, mon pari, c'est que le CAE est durablement installé dans le paysage français. Je dis ça parce que ça n'a pas été dit. Il a résisté à plusieurs alternances politiques, y compris de sérieuses alternances, et donc je fais le pari que non seulement il me survivra, ça, ce qui est sans doute pas très difficile, mais je pense qu'il est durablement installé. Alors, il évolue. Agnès a introduit des modifications utiles sur un certain nombre de sujets. Je la salue, même si elle ne m'écoute pas nécessairement. Voilà. Mais bon, sur d'autres points, il peut y avoir des débats. Mais je veux dire, grosso modo, je trouve que ça évolue dans une direction sympathique et utile. Ça, c'est ce que je voulais dire. Deuxième sujet, au fond, pas depuis le début, puisqu'il faut rappeler que le CAE a été créé en période de cohabitation. Et ce n'est pas par hasard qu'il a été créé en période de cohabitation. Il n'a pas le même rôle en période de cohabitation et hors cohabitation. Et hors cohabitation, le CAE pose le problème de la division du travail économique entre l'Élysée et Matignon. Et alors, au fond, moi, je n'ai jamais contesté, j'ai fait fonctionner, comme les autres présidents délégués, le CAE rattaché à Matignon, mais j'étais confronté très vite à ce débat de savoir qui décide quoi. Et je vous donne un exemple concret pour ne pas faire de la théorie. En août 2007, je reviens de vacances et je reçois un coup de téléphone sur l'autoroute du Premier ministre de l'époque, François Fillon. Je me permets de citer son nom dans le contexte compliqué que vous connaissez, mais en 2007, il n'y avait pas ce contexte compliqué pour lui. Il me téléphone en me disant « Je voudrais avoir votre avis un peu sur la crise financière, la crise des subprimes, avec la tête depuis 15 jours, le 9 août 2007. On arrive à la dater avec précision. » Il me dit « Est-ce que c'est sérieux, pas sérieux? J'aimerais bien que le CAE travaille là-dessus. » Bon. On lance un rapport, qui a été un rapport du CAE sur les crises financières auxquelles certains d'entre vous ont participé. Et ce rapport, il vient à échéance début septembre 2008, 15 jours avant la faillite de Lehman Brothers. Bon, 15 jours avant la faillite de Lehman Brothers, on a eu la réunion du CAE le 8 ou 9 septembre. Très franchement, y compris jusqu'au dernier moment, il y avait assez peu d'économistes qui pariaient sur la faillite de Lehman Brothers. Too big to fail, argument bien connu des économistes. On s'est tous plantés. On a présenté le rapport à François Fillon en séance plénière du CAE avant la faillite de Lehman Brothers. Le rapport a été publié, après on a tenu compte de la faillite, évidemment, de Lehman Brothers. Non, simplement par rapport à Élysée-Matignon, ce qui s'est passé, c'est que l'Élysée, le président Sarkozy, avait demandé pratiquement en parallèle, un peu plus tard, mais il est arrivé à échéance en même temps que nous, en septembre 2008, un rapport à René Ricol sur la crise financière. Et moi, le problème que j'ai eu à l'époque, début septembre 2008, quand il a fallu qu'on présente le rapport à François Fillon, c'est qu'on m'a dit, le président de la République a commandé un rapport qui vient à échéance à peu près en même temps. Et donc, on a fait une présentation, certains d'entre vous s'en souviennent, extrêmement light, de ce sujet qui était pourtant fondamental. Il était déjà fondamental, même avant la faillite de Lehman Brothers. Donc, ça posait très concrètement le problème Élysée-Matignon. Et on va voir comment évolue le système politique institutionnel français. Bon, pas besoin de faire de dessin, mais je pense que ce sujet sera encore sur la table. Le Council of Economic Advisors, il est rattaché au président des États-Unis parce qu'il n'y a pas de Premier ministre aux États-Unis. Bon, et puis il y a des différences, etc. Je termine, non pas ma présentation, mais je termine ces notes un peu personnelles parce que Agnès faisait référence à son expérience au Conseil de stabilité financière. Je suis beaucoup plus vieux que toi. Moi, j'ai une expérience un peu antérieure. Pendant 20 ans, j'ai été
régulateur bancaire auprès des instances qui s'appelaient, maintenant ils ont changé le nom, les ancêtres de la CPR, ça s'appelait le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et puis le CRBF, et puis aujourd'hui je suis au collège de l'AMF. Comme économiste, j'ai trouvé que c'était passionnant d'être plongé un peu dans le débat sur l'économie politique de la réglementation bancaire et financière. J'avais un peu l'impression à certains moments d'être le prof de gym. Non pas, je ne veux pas sous-estimer le rôle des profs de gym, mais je veux dire par là que c'est vrai que ça ne veut pas dire que je comptais totalement pour du beurre ou que j'avais pas ma place, mais j'étais un peu, j'étais très honoré d'être sollicité. En même temps, j'avais l'impression à certains moments d'être un peu l'alibi. J'étais seul économiste dans ces instances, alors qu'aux États-Unis, dans les instances parallèles, vous en avez 36. Bon, et encore aujourd'hui, au collège de l'AMF, bien sûr que j'ai ma place, etc., et on m'écoute comme les autres. Simplement, peut-être par nature, dans les débats que nous avons au collège de l'AMF, qui s'occupe de réglementation des marchés financiers, je dirais 80 ou 90% du débat est de nature juridique. Alors, de temps en temps, j'essaye de faire une force de rappel en disant qu'il faudrait peut-être s'intéresser aux conséquences économiques de ce qu'on décide. On m'écoute poliment et on passe à la question suivante. C'est-à-dire que là, je pense qu'il y a encore un énorme travail à faire, les uns les autres, et que le fait d'être sollicités les uns les autres pour entrer dans des instances comme ça, je crois que c'est très important. Il y a cette tradition juridique française qui a sa place, mais il faut pousser le feu économique. J'en viens quelques mots sur le sujet de cette table ronde. Moi, ce qui m'intéresse, je suis passionné par l'enquête. Ce qui m'intéresserait peut-être de creuser, ça a commencé à être fait par Jean Pisani, c'est d'essayer de comprendre les raisons qui font que certains sujets sont consensuels et d'autres dissensuels, pour utiliser votre adjectif. Alors, je vois bien des raisons qui apparaissent. Il y a des sujets sur lesquels il y a des tonnes de travaux empiriques. L'économétrie n'est pas nécessairement convergente, mais il y a des sujets sur lesquels il y a des tonnes de travaux empiriques qui peuvent être plus ou moins convergents. Bon, certains sujets sur les allègements de charges sur les bas salaires, certains sujets assez consensuels que vous évoquez dans votre graphique à gauche, etc., sur les conséquences de l'aide au logement sur les loyers. Bon, là, il y a des travaux empiriques. Jean l'a dit, mais je le répète, sur le Brexit, on n'est pas encore entré dedans. Donc, c'est évidemment... compte tenu du degré d'incertitude même de ce qui va sortir des négociations, c'est normal que les économistes ne soient pas d'accord entre eux, parce que personne n'est d'accord sur ce sujet. Donc, mais deuxième explication par rapport à vos questions, expliquer pourquoi il y en a 9 et 6, c'est au-delà des convergences empiriques, est-ce qu'il y a des convergences théoriques sur certains sujets? Le réchauffement climatique est, dans votre graphique, assez consensuel, dans la partie gauche de vos graphiques. Bon, il y a des travaux empiriques, je ne sous-estime pas, et je reconnais l'importance des travaux du GIEC, bien sûr, mais je pense qu'en dehors de quelques cas isolés qu'on connaît bien, il y a aussi des convergences théoriques très importantes. Bon, donc moi, je ne sais pas si c'est possible d'aller un peu plus loin dans l'exploitation de ces résultats pour essayer de creuser un peu les raisons pour lesquelles... on est d'accord, pas d'accord. Alors, il y a des sujets qui sont plus impliquants que d'autres. Il y a des sujets qui sont plus clivants que d'autres, par nature sans doute, ou par représentation. Et des sujets qui sont plus clivants par représentation vont entraîner les économistes à se référer à des ancrages qui peuvent être différents, à prendre des positions idéologiques ou autres, etc. Je voudrais, sur les convergences, moi, ce qui me frappe, je vais parler de convergence et divergence pour dire quelques mots sur ces deux thèmes. Sur les convergences, au fond, ça pose le problème de savoir s'il y a un common knowledge des économistes. Savoir partagé, je dirais. Il y a un savoir partagé. La question à laquelle je ne sais pas répondre, c'est est-ce que ce savoir partagé augmente au cours du temps? J'ai tendance intuitivement à répondre oui. Parce que c'est très difficile de faire des comparaisons dans le temps là-dessus. Est-ce que si vous prenez les débats du début du XIXe siècle en Grande-Bretagne, entre Ricardo et Thornton, pour prendre des exemples, ou d'autres, ou les débats du début du XIXe, qu'est-ce qu'ils partageaient?
et qu'est-ce qu'ils ne partageaient pas. Moi, je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Est-ce qu'il y a une tendance à partager des choses en commun? J'ai tendance à dire oui. Moi, je me souviens, quand j'étais vieil étudiant, jeune prof, à certains moments, la violence de la controverse entre les monétaristes et les keynésiens, qui aujourd'hui nous ferait un peu sourire, d'une certaine façon, dans la mesure où les enjeux ne paraissaient pas toujours évidents. Et quand j'étais étudiant, une partie du débat monétaire portait sur une question aujourd'hui qui paraît peut-être seconde. Est-ce que la monnaie fait partie de la richesse nette des agents? Pézek et Séving et compagnie. Ça paraît aujourd'hui un peu second. Donc, débat sur le common knowledge. Sur les divergences, et je termine là-dessus, j'allais dire, il y a bien sûr des débats, et heureusement qu'il y a des débats, parce que je pense que c'est les débats aussi qui font progresser cette science économique. Alors on fait toujours la comparaison entre l'économie et la médecine, et hier j'étais dans un débat où notre ami Pierre Cahuc, qui a été mon élève et que j'aime bien, disait, voilà, regardez, en médecine, ce sont des gens sérieux, il faut aligner la démarche économique sur la démarche expérimentale des médecins, etc. Bon, il a raison sur certains points, à mon avis, il va trop loin sur d'autres. Bon, les débats sont utiles. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que il y a des convergences qui sont dangereuses. J'ai dirigé un institut de conjoncture à la Chambre de commerce pendant une vingtaine d'années, et quand je voyais que tous les instituts de conjoncture prévoyaient le même taux de croissance pour l'année prochaine, je me disais, ils vont tous se planter. La convergence n'est pas nécessairement bonne. Le consensus n'est pas signe de vérité ou n'est pas signe de clé. Et je termine en disant que parmi les hétérodoxies, il y en a qui sont utiles, il y en a qui sont inutiles. Moi, quand j'étais jeune, j'ai un peu fréquenté, sans vraiment les fréquenter, les hétérodoxes du circuit économique, et à mon avis, c'était plutôt une impasse. Par contre, j'ai fréquenté aussi intellectuellement des hétérodoxes qui nous ont fait faire des sauts très importants dans la pensée économique. Pour moi, l'économiste le plus important depuis 3 siècles, c'est Wicksell, c'est pas Keynes, c'est Wicksell, qui a été à l'origine de toute la pensée monétaire et économique du XXe siècle, les Autrichiens et les Anglo-Saxons. C'est Wicksell qui a fait une rupture quand il publie en 1898 Intérêt et prix. Bon, et on citait Minsky, Michel Aglietta. On s'est retrouvé à Saint-Louis, Missouri, dans les années 80, dans un colloque autour de Minsky sur l'instabilité financière. On n'était pas nombreux. Et on a été considérés comme de dangereux individus à l'époque. Parce qu'on n'était pas dans le mainstream. Aujourd'hui, Minsky, il aurait le prix Nobel.